Je vais enchaîner avec une autre introduction, on va faire plein d'introductions. Un peu plus biographique, disons, sur toi, Josépha. Donc déjà, merci d'être là, merci aussi à vous d'être là ce soir. Donc Josépha, donc, tu es née en 1992 et puis tu as grandi en banlieue parisienne. Et tu travailles actuellement à Saint-Étienne, on va y revenir. Une chose qui m'intéresse dans ton parcours, c'est que tu rencontres l'art par le biais de la musique au départ, et que tu as intégré assez jeune le conservatoire du Blanc-Ménil, où tu as appris la clarinette, ai-je lu, et où tu as suivi une formation plutôt du côté de la musique contemporaine, expérimentale, en tout cas loin de la formation classique qu'on imagine, disons peut-être de manière un peu caricaturale au conservatoire. Ensuite, tu as intégré le conservatoire de Pantin, et ce n'est que quand tu as commencé, disons, quand tu as intégré les Beaux-Arts, que tu as un peu laissé de côté cette formation musicale. Tu as étudié aux Beaux-Arts de Bourges, à l'école de Cergy, et aussi à l'Institut supérieur des arts et des cultures à Dakar, au Sénégal. Mais il y a vraiment une continuité, ça j'espère qu'on va pouvoir en discuter ensemble, je trouve, entre, évidemment, l'art et la musique, ça c'est sûr, mais dans ton travail aujourd'hui, certains instruments que tu continues de mobiliser, la clarinette, parfois dans certaines de tes performances, et puis la question du chant, plus généralement la présence de ta voix, qui est vraiment très importante dans tes performances, et puis de la musique en général. Alors tu es sortie des Beaux-Arts de Cergy en 2017 et ton travail a été assez vite repéré puisque dès 2018 tu participes à énormément d'expositions de groupe et tes premières expositions solo, on va dire, se multiplient à partir de 2019 en France et puis aussi à l'international, alors à Bergen, à Londres. Je vais pas relire ton CV, ça serait fastidieux, mais voilà, tu tournes beaucoup en Europe. Récemment, tu as eu une expo à Liverpool. À Alfortville, à Londres. On a vu vraiment ton travail dans pas mal d'institutions et tes performances aussi. Donc voilà, là aussi, au Centre Pompidou-Metz, à l'UMA, au Stedelijk. J'ai une liste très longue, je vais pas vous la lire in extenso, mais voilà, vous irez voir, ou bien on en parlera tout à l'heure. On peut voir actuellement quelques-unes de tes œuvres à la galerie Poggi, à côté du Centre Pompidou, et puis bientôt donc dans les murs de la Fondation, puisque tu y feras un solo show cet automne. Voilà. Alors ta pratique, Josépha, elle est pluridisciplinaire. Tu mélanges vidéo, installation, performance. Enfin, tu pratiques, disons, tous ces médiums différents, la narration, la composition musicale, la sculpture, mais tu as aussi une pratique donc de son et même parfois des pratiques qui vont du côté des pratiques curatoriales. Donc il y a vraiment une grande diversité dans ton approche et cette diversité on la retrouve aussi dans tes influences. Promis, je vais me taire après, c'est toi qui vas parler, mais voilà, je vais pas monopoliser la parole. Donc des influences très différentes, de l'afrofuturisme aux écrits féministes, de la science-fiction aux cultures du web, la techno de Détroit, des mythes des mythes africains, et puis ton œuvre, elle doit beaucoup au montage et au photomontage. Donc ça, c'est vraiment, je pense, un élément très important sur lequel on va revenir. Cette idée d'articuler, de superposer, d'hybrider, en fait, ce sont vraiment des gestes, des opérations qui sont essentielles dans ton travail. Et un enjeu que tu rappelles souvent qui est d'échapper à la taxinomie, à la classification, à la catégorisation. Alors je me suis amusée, en tout cas j'ai repéré à pas mal d'endroits en fait dans tes perfs ou dans tes œuvres des moments comme ça où t'énonces vraiment ce refus de la classification. Alors il y a cette performance qui s'appelle I Am Nameless par exemple, ou bien tu dis, la voix dit dans Mélas de Saturne, une vidéo de 2020, je suis plusieurs. Souvent, on voit tous ces visages qui se superposent. Il y a le tien, mais il y en a d'autres. Il y a des sculptures, il y a des figures mythologiques. Donc, il y a vraiment ce brouillage des formes et des identités et des catégories qui est vraiment un élément décisif. Et du coup, pour moi, c'est un enjeu parce qu'évidemment, je vais pas essayer de rabattre des catégories conceptuelles toutes faites sur ton travail ce soir. J'ai vraiment pas envie de faire ça. Donc, j'avais envie qu'on commence justement par une approche pas du tout conceptuelle, mais plutôt pragmatique et matériel, et qu'on parle de l'endroit où tu travailles et de revenir à ce que j'ai dit au tout début, le fait que tu travailles à Saint-Étienne, ce qui doit compliquer un petit peu les studios visites, mais qui produit et ouvre tout un ensemble de possibilités dans ta pratique. Donc ma première question c'était celle-là, c'était de te demander
comment tu décides de t'installer là-bas et qu'est-ce que ça provoque, qu'est-ce que ça crée dans ton travail en fait? Parce que je pense que c'est un élément important. Alors, au début, je voulais pas du tout m'installer à Saint-Étienne, sincèrement, parce que j'ai grandi en Seine-Saint-Denis. À ce moment-là, je vivais toujours en Seine-Saint-Denis et du coup, c'est mon partenaire qui voulait partir de Paris. Donc, j'ai fait cette concession. Et finalement qui m'a vraiment arrangé moi pour mon rythme de production, de travail aussi, de réflexion. Ça a été un peu la grande peur de tout le monde, c'était un peu les retours que j'avais de si tu pars de Paris, comment tu vas faire en tant qu'artiste pour les studios visites, etc. Sauf que j'ai jamais eu une pratique non plus de studio visite, sachant que mon travail, il y a une grande part qui est numérique, il y a une grosse partie aussi qui est de l'ordre de la performance et de la narration. Donc en fait finalement les studios visites se transformaient la plupart du temps souvent en raconter des histoires, quelle est la narration du travail, plus que de montrer des pièces à proprement parler, parce que pour moi ça c'est vraiment le rôle un peu des expositions. Enfin du coup je me suis toujours dit qu'en fait si on voulait voir les pièces on pouvait aller les voir en exposition. Ouais. Et aussi parce que les pièces, quand elles sont au studio, parfois elles sont impactées et que c'est tout aussi, il y a toute une sorte de... Enfin, il y a pas mal de travail à tout sortir au moment du studio visite. Et c'est vrai que moi, j'ai jamais eu pour habitude de parler de l'aspect factuel des pièces. La manière dont j'ai de parler de mon travail, c'est toujours de l'histoire et la narration spéculative. Donc c'est vrai que ça m'intéresse vraiment moins de montrer des objets que d'en raconter l'histoire qui les entoure. C'est pourquoi les studios visites, en fait, que ce soit par Zoom ou autour d'un café, peu importe dans la ville que c'est. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai rencontré Camille, qui n'était pas un studio de visite, mais c'était une rencontre, on a beaucoup discuté. Donc voilà, moi, ça m'est pas paru non plus démesuré que de partir de Paris. Et finalement, ma carrière n'a pas du tout dégringolé parce que je suis partie de Paris et que je n'ai pas rencontré le ou la bonne curatrice au bon moment. Au contraire, ça m'a permis de développer un peu plus aussi l'imaginaire qu'il y a dans mon travail aussi, parce que de par la proximité de la nature à Saint-Étienne, et comme je te disais le week-end dernier, c'est qu'en fait quand je fais des balades, c'est aussi beaucoup de carnets de recherche. En fait, c'est prélever je sais pas, des bouts de champignons, des bouts de plantes pour ensuite les regarder au microscope, qui seront ensuite des images que j'utiliserai pour les photomontages. Donc en fait j'ai plus d'inspiration, c'est vrai pour moi, à me balader dans la forêt ou peu importe la nature que ça peut être, que d'être vraiment dans la ville constamment, quoi. Et tu cueilles des végétaux. Il y a un truc de recueil quand tu dis il y a des carnets. Ouais. Ça prend quelle forme? C'est beaucoup de photos et aussi donc parfois c'est un peu de la photogrammétrie. Du coup après c'est des choses que je peux repasser en 3D. J'ai aussi j'ai un petit microscope portable que je peux plugger à mon téléphone. Donc en fait c'est une petite caméra comme ça, je peux regarder, je fais des petits prélèvements. Et ensuite j'ai un plus gros microscope, vraiment un microscope d'études qui est chez moi à mon bureau. Donc ça c'est des choses que je ramène. Vraiment aussi je récoltais pas mal de polypores pour les mettre dans certaines pièces. Du coup là il y a plein de choses comme ça que je prélève et ensuite qui réapparaissent dans des pièces, soit en numérique ou parfois physiquement. Et c'est aussi en fait ça me permet de faire de l'observation en fait après parfois pour des sculptures, pour des dessins et même pour la 3D en fait, pour la modélisation. Du coup de voir comment le polypore est incrusté sur le tronc, ça me permet de voir peut-être comment je veux l'utiliser moi dans ma modélisation en 3D, ce genre de choses. Donc c'est observation et capture, quoi. Il y a un peu les deux éléments. Ouais. Et tu pars au hasard ou alors je sais pas, tu lis des livres sur la flore. Merci, ça marche? Ouais. Super, merci beaucoup. Tu lis des livres sur la flore et tu te dis tiens, à tel endroit je sais que je vais trouver tel spécimen. Ouais, bon là on a fait un peu l'expérience là pour les champignons là en début d'année, ça s'est pas très bien passé malgré les recommandations qu'on a vues. Des meilleurs coins à champignons. Donc ouais, non, c'est vrai que je lis beaucoup j'ai pas mal de livres de botanique et c'est vrai qu'il y en a un qui était assez présent, c'était un livre de botanique de ma mère avec lequel j'ai grandi. Donc, en fait, c'est des remèdes à base de plantes. Donc ça aussi, ça a beaucoup fait partie de
de mon imaginaire, de ma manière d'écrire et de travailler. D'ailleurs, il y avait cette première performance que j'avais faite, une des premières performances que j'ai jouées à Paris, qui était Plantes en révolte, du coup, qui était un peu ces histoires de plantes pour dire non, pour la dissidence, pour faire fondre les barbelés, les plantes pour convoquer les esprits, les ancêtres, etc. Et du coup, en fait, c'était vraiment à travers les plantes, des histoires de révolte et comment revisiter des histoires, certaines histoires de révolte, l'histoire de certaines indépendances dans des pays assez particuliers. Et aussi cette manière un peu d'échapper à des catégorisations. Et c'est ça aussi qui m'a beaucoup amené à des plantes qui sont plus de l'ordre de plantes sous-marines, du coup, qui échappent vraiment beaucoup à la catégorisation et qui sont toujours dans un entre-deux animal-végétal. Ah oui, ça c'est des plantes que tu trouves pas à côté de chez toi pour le coup. Non, là pour le coup, la recherche plus. Ouais, ça parfois je fais des petites commandes de plancton, d'algues. Ça, je peux aussi les observer au microscope. Après, ça dépend. Il y a des moments où, par exemple, l'année dernière, j'ai eu l'occasion de travailler avec un biologiste de UCLA à Los Angeles, où on a pu observer avec un super microscope, du coup un microscope laser qui permet de faire une prévisualisation 3D, du coup pas à plat, du sample. Donc ça aussi, c'était encore un nouvel outil que j'ai pu intégrer. Et il y a aussi d'ailleurs des images qui sont dans Dislocation que j'ai utilisées de cette rencontre et des observations que j'ai pu faire avec ce biologiste. Alors je voulais montrer quelques images évidemment pour dire que c'est vrai que la première idée qu'on peut avoir de ton travail, c'est ce côté super digital, mais dans ce que tu es en train de dire, évidemment, il y a aussi il y a la question de l'observation de la nature, d'éléments naturels, mais il y a aussi tout un tas de médiums qui sont physiques en fait. Alors évidemment, de la céramique, voilà, là c'est pas du tout le cas, mais de la vidéo, du photomontage, là on voit de la céramique, du collage, vraiment des objets. Ouais. Si, ça marche à nouveau. Il s'arrête. Et je me demandais, voilà, justement, comme tu es installée à Saint-Étienne, dans quel espace tu travailles et dans... Ça ne marche plus. Si, pardon, j'ai l'impression, j'ai un problème d'audition, peut-être, c'est possible. Oui, je voulais que tu parles aussi des gens, des artisans, des producteurs avec lesquels tu collabores. En fait, est-ce que tu as une géographie particulière? Tu travailles avec telle personne pour tel type de médium, et comment ça se formalise en fait dans tes déplacements, dans tes... Ouais, il y a une géographie assez particulière. Par exemple, à Saint-Étienne, je travaille dans l'atelier céramique d'une céramiste qui est basée à Saint-Étienne, qui s'appelle Florence Bruyas, et du coup qui m'accompagne dans la production des céramiques. Donc c'est chouette en fait parce que j'ai à chaque fois, elle me permet de faire évoluer aussi les techniques en céramique, de choses auxquelles j'aurais pas forcément pensé. Et t'as commencé très tôt la céramique d'ailleurs, des Bourges en fait, même dès encore les Beaux-Arts de Bourges. Et après, du coup, j'ai dû laisser tomber parce qu'en passant à Cergy, il y avait plus d'atelier céramique. Après, j'en faisais déjà un peu avant quand j'étais plus jeune. Et en fait, après, il y avait aussi cette question des moyens, quoi. En sortant de l'école, faire de la céramique, c'est un peu plus compliqué quand on n'a pas accès à un studio, à un atelier, ou qu'on n'a pas le four dans son studio. C'est le four. Ouais. C'est toujours la question du four. Donc là, t'as quelqu'un pour la céramique et ouais. Donc je travaille dans cet atelier céramique, et ensuite j'ai un studio, où j'ai mon studio où je produis plus des images, c'est plus les images de résine, etc. Parfois de faire des sortes de mock-up de sculptures ou d'installations. Et après il y a une autre partie du studio à Saint-Étienne qui est le studio vidéo. Du coup on a monté aussi une boîte de prod qui s'appelle Aquatic Invasion avec Sean Hart et Nicolas Pyrrhus, du coup avec qui je collabore constamment en vidéo. Oui. Donc tout ça c'est basé à Saint-Étienne en fait. Donc Saint-Étienne c'est le futur. Et donc ouais, en fait tout cet écosystème en fait est à Saint-Étienne, et moi c'est ça aussi, je pense que c'est quelque chose que j'ai vraiment aussi beaucoup appris aux Beaux-Arts, c'est créer des écosystèmes et des alliances de pensée, et ça c'est hyper important pour moi. Donc quand je suis partie à Saint-Étienne, du coup mon meilleur pote Nicolas est aussi venu avec moi à Saint-Étienne, et en fait il y a d'autres personnes qui sont arrivées au fur et à mesure. Et donc en fait on a toujours cette manière de travailler que j'arrive pas trop à expliquer. Par exemple pour le studio vidéo c'est assez spécifique, donc voilà. Justement je voulais te demander d'essayer de décrire quelle était la répartition du travail. Je sais que c'est toujours une question un peu tordue parce que c'est pas aussi clair que ça en général, mais
Enfin, je pense que voilà, on comprend bien l'importance du travail dans le collectif. D'ailleurs, c'est un élément important, mais et on en a parlé l'autre jour. Mais tu cites en fait et tu co-signes. Voilà, ça je pense que c'est pas le cas de tous les artistes et c'est important de le souligner. Et tu as travaillé au sein de plusieurs collectifs. En fait, il y a ta boîte de production qui est une forme de collectif, mais avant, tu as été aussi impliquée dans Black to the Futures. Enfin, tu as plusieurs appartenances à différents collectifs aussi depuis longtemps. Ça, c'est hyper important parce qu'en fait, on pense jamais seul. En fait, tout se met en réseau. Et finalement, c'est aussi ma manière de travailler le photomontage. En fait, c'est par accumulation et succession de différentes couches. Et du coup, en fait, chacun aussi a des skills assez différents. Et donc, en fait, c'est vrai que la pratique collective avec Black to the Future, ça a commencé il y a quelques années. C'était il y a 7 ans, je crois. Donc là maintenant qui est devenu vraiment beaucoup plus un collectif de recherche. Après parce que aussi ces derniers temps j'ai pas pu m'impliquer dans les projets du collectif, donc c'était vraiment une question de temps et puis même mon cerveau était pas disponible forcément pour ça. Mais en tout cas les personnes du collectif dont Mawana Yewesi qui va être la commissaire justement de l'exposition ici. Du coup toutes ces alliances sont nées aussi de collectifs. Il y a Tarek Lakrissi qui en faisait partie, donc ensuite c'est comme ça que j'ai après, par tous ces alliances, j'ai aussi rencontré Romain Noël, qui est Yuri Johnson, par le biais d'un ami, Nadir, qui est écrivain, poète, philosophe, tout. Et en fait, ce qui est important de dire là, ici, c'est que le collectif était aussi vraiment basé sur une notion d'écriture, de narration. Donc en fait, beaucoup d'événements qu'on a fait, c'était vraiment des lectures de textes. Du coup, en fait, c'était de la curation de textes choisis. Donc ça allait, je sais pas, de Sonny Laboutancy à La Rumeur, en passant par Audrey Lorde. Enfin voilà, c'était c'était vraiment mélangé. Éclectique, mais ouais. Mais ça avait, du coup, il y avait un sens que nous on apportait du coup par des thématiques qui nous sont assez communes. C'est vrai qu'il y a toujours cette question de révolte, de révolution, de comment sortir des cases, de qu'est-ce que c'est aussi les assignations qu'on subit et comment déjouer aussi du coup. Cette question de sortir des cases vient aussi beaucoup de cette question de déjouer les assignations. Et donc voilà, Black to the Future, qui est vraiment un collectif de recherche basé sur une pratique de recherche qu'est l'afrofuturisme, et du coup pas un mouvement. Donc ça, c'était aussi cette définition qu'on a pu donner de l'afrofuturisme comme pratique de recherche collective. Oui, qui du coup échappe aussi à l'assignation de dire je suis afrofuturiste ou je travaille autour de cette question. Il y avait aussi un élément moi que j'ai trouvé assez beau en fait et intéressant dans il y a plein de textes très manifestes sur le site du collectif. Et il y a cette idée du travail à la fois collectif mais lent, avec l'idée de défendre en fait la possibilité de travailler dans une forme de lenteur. Alors moi j'entends évidemment ne pas avoir envie d'être productif, mais aussi se donner le temps en fonction des possibilités de chacun, de chacune, parce que un travail collectif, on sait qu'on peut s'épuiser rapidement. Ça c'était est-ce que c'est quelque chose que tu peux toujours toi dans ton travail d'artiste te permettre? Non, actuellement non, ça doit être compliqué. Non, la lenteur c'est plus trop un motif de travail là actuellement, c'est même le contraire. Du coup, ça pose aussi des questions sur des rythmes de production qui parfois sont totalement frénétiques. Et donc en fait, c'est vrai que là, je suis vraiment au contraire même de la lenteur. C'est des choses qui s'ajustent en fait parce que de toute manière, on apprend en faisant et du coup en naviguant dans une carrière artistique. Mais c'est vrai que oui, là, par exemple, les années passées, les mois qui arrivent sont vraiment très chargés, hyper productifs. Mais c'est vrai qu'aussi le fait d'être accompagné et d'avoir une dynamique qui soit beaucoup plus collective, ça me permet de me sentir mieux, quoi. C'est vrai que je suis jamais seule, en fait. Peut-être qu'aussi la phrase je suis plusieurs vient aussi de cet élan collectif. Et je sais que dans ma tête, il y a toujours plein de personnes avec qui je discute, même si mes amis sont pas là. Parfois, je sais ce qui pourrait être dit, mais en tout cas, c'est vrai que le rythme actuel est pas du tout lent. Je m'en doutais.
je me doutais qu'il y avait une petite accélération. Est-ce qu'on pourrait revenir à ta pratique de recherche vraiment Enfin, on a parlé un peu du studio. Évidemment, la question de la recherche, elle fait partie totalement de ta pratique artistique. Puisque je crois qu'on a bien compris que tu n'avais pas une pratique d'atelier au sens tout à fait... Enfin, il n'y a plus beaucoup d'artistes qui ont une pratique d'atelier au sens classique du terme en même temps. Mais voilà, comment se passent tes pratiques de recherche? Tout à l'heure, tu as évoqué certaines collaborations avec des scientifiques. Ouais. Est-ce que c'est par projet? Est-ce que c'est continu? Enfin, comment ça s'articule? J'imagine que là aussi, c'est variable. Ouais. Tu dois aller solliciter des gens certaines fois sur des questions très spécifiques et d'autres fois, c'est du hasard. Mais comment tu te mets à travailler avec un spécialiste du plancton? Comment ça fonctionne, en fait? C'est vraiment par projet et par occasion de projet. Après, tout circule... dans cet écosystème que sont toutes les installations et les pièces. Enfin, pour moi, il n'y a pas de discontinuité entre le premier projet du portfolio et le dernier. En fait, tout fait partie de ce même écosystème. Quand je dis c'est par occasion, c'est par exemple il y a 3 ans. Du coup, ça c'est un peu mes. Oui, ça je voudrais. Ouais, ça c'est mes petits fichiers. Il y a 3 ans, du coup, j'ai eu l'occasion de faire une résidence au SNOLAB au Canada, du coup, qui est un laboratoire d'astrophysique qui fait de la recherche sur la matière noire et les neutrinos. Et du coup, le SNOLAB, c'est le laboratoire le plus enfoui au monde qui est à 2 km sous terre. Et du coup, ça aussi, ça a été vraiment un nouveau pan de recherche. Donc, ça a été beaucoup de discussions avec des physiciens. Et finalement, c'était aussi intéressant de voir comment un laboratoire comme celui-ci fonctionne, aussi de manière collective, parce qu'en fait, les recherches, elles se font pas de manière isolée. C'est que tout le monde est impliqué dans la recherche. Il faut construire une nouvelle machine pour capter à détecteurs de neutrinos. En fait, il va falloir 20, 30 ingénieurs, et du coup, c'est vraiment une manière collaborative de travailler. D'autres personnes vont rééquilibrer des recherches, des calculs, etc. Donc, en fait, personne n'est isolé. C'est pas possible. Et après, plus globalement, dans la recherche, pour moi, d'un point de vue philosophique, cette question sur la recherche de la matière noire et l'espace était aussi totalement liée aux recherches que j'avais déjà en cours. Du coup, rien que pour rejoindre le mythe de Sun Ra qui se dit venir de Saturne, et en fait toute cette cosmologie qui a été créée par des artistes africains, américains, des artistes de la diaspora, autour aussi de la notion de l'espace, de la matière noire, de la blackness, et en fait d'un point de vue étymologique, qu'est-ce que c'est la matière noire, qu'est-ce que c'est la blackness, et du coup aussi d'un point de vue philosophique, il y a beaucoup de choses qui se raccrochent de cette manière-là. Et du coup, Mélas de Saturne aussi, qui est un peu ce lien de tout ça. Donc il y a un film de 2020. De 2020, ouais. Et du coup, en fait, le film qui a suivi cette résidence, c'était Mise Aqua Vitae, et en fait, qui est aussi un peu ces manières assez... je pense qu'il représente bien la manière que j'ai de fonctionner en termes de narration. C'est qu'en fait, c'est toujours des mythologies qui sont reliées à des phénomènes biologiques ou scientifiques. Et du coup, l'histoire de Mise Aqua Vitae, c'est vraiment l'histoire d'une étoile de mer qui tombe de l'espace et qui arrive dans l'océan pour ensuite créer la bioluminescence et ensuite la végétalisation de la Terre. Et du coup, c'est un peu ces manières que j'ai de travailler entre mythologie et faits scientifiques qui me sont apportés, et avec lesquels aussi, apportés par des scientifiques avec lesquels je collabore. Et actuellement, oui, c'est vrai que là, je commence à échanger avec une spécialiste du plancton, du coup, sur la question du plancton mixotrophe, qui est assez intéressant, parce que du coup, il a la capacité de pouvoir dévorer d'autres planctons qui créent la bioluminescence pour que lui-même ensuite puisse créer sa propre bioluminescence, alors qu'à la base, il n'a pas cette capacité-là. Donc ouais, c'est des choses qui m'intéressent aussi. Ouais. Et la poésie scientifique, en fait, parce que voilà, il y a vraiment beaucoup de ça, en fait. En t'écoutant, je me dis d'un coup, c'est visuel, quoi, le plancton qui rayonne. Ouais, bien sûr. On imagine l'image que ça peut produire. C'est ça. C'est vrai que parfois c'est aussi des exercices d'écriture. Par exemple, pour Mélas de Saturne, c'était l'exercice d'écrire à partir du langage d'internet et du code. Donc en fait, la notion d'origine devient la notion du VPN en mouvement perpétuel. Et en fait, il y a beaucoup de liens que je fais de manière philosophique et scientifique, en utilisant parfois du coup des champs lexicaux de certains, par exemple des sciences. Enfin là, j'ai pas vraiment de bout de texte en tête, mais ouais, pour
Enfin, c'est aussi le cas, je crois, pour dislocation, mais qui a été une autre pratique de recherche aussi. Alors, je voulais qu'on regarde après Ilo Lombi, parce qu'il est assez court. Ouais. Est-ce que peut-être on parle de... Ou alors on le regarde tout de suite, je ne sais pas. Ouais, non. Est-ce que tu peux quand même nous parler de ça? Parce que là, on est dans une recherche plus iconographique, assez classique. Ouais. J'ai pas tout à fait saisi, moi, la forme qu'a pris cette recherche, justement, sur, en gros, des... Enfin, c'est la question de l'histoire de l'Éthiopie, des figures qui se projettent dans une sorte de passé presque mythique, mythologique, et en même temps qui a une existence historique réelle de l'Est de l'Afrique. Mais en fait, cette recherche, elle a jamais pris forme dans un projet spécifique. Tu fais juste des collages sur ton C'est juste En fait, pour moi, c'était important de revenir sur comment des artistes noirs ont utilisé le symbole de l'Égypte comme afin de récupérer un pan d'histoire, en fait, de dire que non, l'histoire est pas lacunaire, parce qu'en fait on a aussi fait partie de cette histoire de l'Égypte antique. Il y a eu des empires égyptiens qui étaient juste en fait créés par des personnes noires, et ça a été symboliquement ça a été hyper important. Par exemple, dès le début de la Renaissance d'Harlem, il y a eu vraiment des écrits, par exemple, de Webb Dubois. Ensuite, il y a eu les écrits de Charanta Diop qui appuyaient aussi sur le fait que oui, l'Égypte a été noire, et ça a été hyper important parce qu'en fait, on nous a toujours appris que l'Égypte faisait partie d'une civilisation potentiellement occidentale, sans se dire que en fait oui, l'Égypte fait partie du continent africain, et qu'en fait la Nubie, effectivement, c'est juste logique, mais qu'en fait quand en 54 Charanta Diop vraiment soutient sa thèse à la Sorbonne, c'est vraiment une recherche qui a été totalement refusée et réfutée par l'université, parce que c'était une hérésie que d'affirmer que cette partie de l'histoire pouvait être noire, en fait. Et du coup, je trouve ça hyper fascinant comment des artistes tout le long du XXe et jusqu'au XXIe siècle ont récupéré cette symbolique. Et c'est autant Louis Armstrong devant les pyramides. Ensuite, on a Spike Lee, c'est Mohamed Ali, ça va de Afrika Bambaataa, Shabazz Palaces, jusqu'à des montages hyper absurdes de Beyoncé, Barack Obama et Michel qu'on peut trouver sur... Mais en fait, c'est juste pour dire qu'il n'y a pas de hasard. Même dans le photomontage absurde qu'on va trouver sur Internet, la symbolique, elle est là, et pour quelque chose, en fait. Et je trouve ça hyper fascinant de voir comment, de réseau en réseau, et jusqu'à, on va dire, en 2020, on arrive à cette photo de Barack Obama, Beyoncé et Michelle... c'est Michelle ? Ouais, Michelle Obama, représentés comme des pharaons. Et je trouve ça génial, voilà. Ouais, j'ai dit Éthiopie, je voulais bien sûr dire Égypte, pardon, c'était un lapsus, mais ces images, tu les collectes, elles existent dans ton ordi, elles ont pas de... Voilà, tu les sors de temps en temps, c'est... Ouais, elles ont aucun statut pour l'instant. Aucun statut, juste statut de... Ouais, cette iconographie symbolique. Après, elles sont assez importantes, parce que vraiment, pour moi, Sun Ra est hyper représentatif de manière syncrétique de cet aspect visuel, théorique et politique, et dans ce rapport à l'Égypte, et de comment ça a été affirmé. Et vraiment, c'était une passation, mais ça va aussi de Alice Coltrane à John Coltrane, de comment ça a été travaillé d'un point de vue musical et visuel sur les pochettes d'albums, comme on peut voir en fait là la pochette d'album de John Coltrane juste en bas. Donc ouais, c'est assez tentaculaire, mais c'est vrai que pour moi cette iconographie elle apparaît pas dans la production, mais c'est de la référence, quoi. Ouais, tu l'as dans la tête. Ouais, puis c'est aussi intéressant parce que finalement ça va de l'histoire du jazz le plus classique à la culture pop, du web d'aujourd'hui. Et c'est vrai que la récurrence de cet imaginaire est hyper forte, quoi. Ouais, c'est... Tu la retrouves... Même dans les clips de Chris Brown, non, malheureusement. Alors, hop. En fait, comme toujours, je regarde tout dans le désordre. Je voulais te poser aussi la question dans tes recherches, mais du mélange que tu opères entre des archives, des images publiques et des archives qui sont plutôt d'ordre privé. Et je me disais, qu'est-ce que tu fais des recherches sur l'histoire de ta propre famille? Est-ce que c'est juste tes albums photos? Est-ce que là aussi il y a une recherche, ou c'est juste ce qui est là et tu le mélanges parce que c'est des choses qui sont pour le coup à ta portée, en fait?
Non, ça c'est vraiment une recherche et spécifiquement pour le film Dislocation, ça a été un long processus de recherche sur la guerre d'indépendance du Cameroun. Donc ça a été vraiment histoire de faire il fallait que je fasse des interviews et le film commence par justement cette phrase qui dit qu'en fait c'est une histoire du silence quoi. Donc c'est moi qui suis arrivée pour la recherche de ce film. Donc j'ai même des comités Zoom entre mes oncles, mon père et moi même sur des bouts de traduction de textes. Par exemple le texte qui est dit au début est dit en bassa. Du coup que j'ai pas du tout traduit parce que je voulais vraiment que ça reste je voulais pas que ce soit traduit du coup parce que c'est une sorte de parole d'initié. Et donc en fait ça a été une longue recherche parce qu'en fait il s'agit aussi de retrouver des pans d'histoire qui veulent pas être racontés. Donc en fait à un moment il faut c'est pas non plus évident comme recherche quand il s'agit de parler de qui est mort dans la famille pour l'indépendance du pays, comment ces personnes sont décédées et par qui elles ont été tuées. Et du coup, sur la question de par qui elles ont été tuées, en l'occurrence du coup par l'armée française, par la colonisation française. En fait, qu'est-ce que ça engendre aussi ensuite que les enfants d'une première et deuxième génération d'immigration vivent sur le sol aussi du territoire qui a colonisé l'autre. Et donc en fait, toutes ces histoires, elles sont, quand j'essaie de les dénouer, de toute façon elles le seront jamais. Ça passe aussi beaucoup par des histoires de plantes, parce qu'en fait c'est l'histoire du maquis, et le maquis au Cameroun se trouve dans la forêt en fait. Le maquis révolutionnaire, c'est les forêts Bassa, et c'est ici que c'est dans ces endroits-là que la lutte aussi prenait place. Donc en fait les histoires de plantes sont aussi des histoires de révolte, et c'est aussi de révolution qui sont faits. Oui, c'est vrai que j'avais jamais pensé, quand on dit le maquis, évidemment, ça fait référence à une forme de végétation, quoi. Ouais, carrément. Bah oui. Et bah non, mais t'as tout à fait répondu. Enfin là, c'est vrai que dans le film, il y a une longue séquence en fait où se mélangent vraiment des images privées, mais du coup qui ont évidemment une dimension politique, parce qu'elle raconte cette histoire de la guerre et de la révolution, et des images qui sont des images que je pense à trouver dans des livres d'histoire, enfin qui sont des archives plus. Bon, alors on va pas regarder ça. Je zappe, mais je voulais qu'on regarde ça et qu'on passe en fait à cette question aussi de de la spéculation, de la narration spéculative qui est vraiment au cœur de ta pratique et qui te permet justement de passer d'un médium à l'autre, de donner à la fois une cohérence. Enfin, pour moi, c'est pas une qualité, l'idée de cohérence. Alors, je veux pas utiliser ce terme, mais voilà, en fait, il y a un fil rouge en fait entre tes œuvres et on comprend que on passe d'une pièce à l'autre, mais en fait, il y a toujours une continuité dans le récit, en fait, dans la narration qui s'opère. Ouais. Bah ça, c'est marrant parce que c'est une vidéo que j'ai faite en première année des Beaux-Arts, quoi, quand même. Tu veux pas la regarder, peut-être? C'est hyper... elle est très simple en termes visuels, mais en fait, c'est une histoire très courte. Ouais, carrément. Et en fait, je trouvais ça bien. Alors, je sais pas comment je la lance. Si... C'est hello, mais est-ce que en fait je trouvais, donc c'est pas 2017, je me suis trompée, c'est plus ancien que ça. 2013 me dit Josepha. Donc évidemment au niveau visuel t'as pas mal évolué, mais je trouve en termes de, je trouve que ça pose vraiment les bases d'une méthode, quoi. C'est vraiment l'idée de se projeter dans un futur et en même temps de reparler des questions historiques et de tenir les deux ensemble et d'articuler cette question de l'histoire et de la spéculation, quoi. Ouais, je pense que c'est vrai que cette vidéo elle est assez importante parce que c'est vraiment ça a été une méthodologie en fait. C'est la méthodologie que j'applique actuellement, du texte et de l'image, du coup d'une narration totalement spéculative. Et du coup, il y a toujours avec des références. Non, mais ça me fait rire en fait de voir comment j'ai écrit. J'ai l'impression que c'est moi à 12 ans, quoi. Donc c'est assez marrant. Et ouais, l'enregistrement, pareil, je me rappelle, j'avais enregistré dans ma chambre et tout, avec mon portable. Du coup, là, c'est vrai qu'on n'est plus tous sur les mêmes modalités. Non. Mais je trouve que c'est vraiment ouais, en fait, c'est vraiment un peu le début, quoi, de ma pratique vidéo et vraiment ma pratique d'écriture. Donc ouais, cette vidéo, elle est vraiment bien pour ça, quoi. Puis il y a cette dimension, qui est évidemment beaucoup plus forte maintenant dans ton travail, mais ce visage qui tourne et qui est un peu hypnotique. Ouais. C'est une ébauche de trucs sur la transe, il y a vraiment cette idée de...
Ah, mais c'est marrant. C'est un mouvement répétitif qui... Oui, c'est vrai qu'il y a toujours le sorte de sample, des choses qui se répètent. Et finalement, on peut dire que la vidéo de Willow Lombi, c'était peut-être mon premier avatar. Moi qui le replaçais un peu plus loin. Mais ouais, vraiment, oui. Je ressors par des... Ouais. je suis la spécialiste, je ressors des trucs. Bah oui. Et, dans cette question d'une écriture spéculative ou d'une narration spéculative, il y a... Enfin, moi, il y a deux choses qui m'intéressent dans l'idée de l'économie du récit. C'est bien sûr l'idée qu'un récit peut circuler d'une pièce à l'autre, mais aussi l'idée que finalement... tu me le disais encore l'autre jour, l'économie de la vidéo est assez pauvre dans le monde de l'art et que du coup, évidemment, pouvoir aussi produire des objets qui sont plus facilement marchandisables, c'est aussi quelque chose qui est important. Alors, ma question, c'est pas de savoir est-ce que tu produis des céramiques pour les vendre, pas du tout, mais c'est plutôt de... Est-ce que tu peux parler de ce retour en fait des figures, de ce retour des thématiques qui sont comme presque des obsessions, mais qui en même temps ont une vraie légitimité culturelle, politique. Alors il y a pas mal de commentateurs qui ont parlé de la question de la liquidité dans ton travail. C'est vrai que même ta boîte de prod s'appelle Aquatic Invasion, mais il y a toujours cette question de l'océan, de l'espace. De figures qui reviennent en fait encore et encore dans ton travail, d'avatars qui reviennent aussi. Est-ce que tu pourrais parler un peu de cette économie-là, en fait, de ces motifs qui peuvent revenir d'une œuvre à l'autre ou de thématiques qui reviennent d'une œuvre à l'autre? En fait, je pense que c'est tous ces personnages, on va dire aussi ces lieux communs sont totalement inépuisables. Donc en fait, il y a toujours des formes mouvantes qui en découlent au fur et à mesure des projets. Et en fait, ils ont un peu des épisodes, quoi. Enfin, Persona, quand Persona arrive dans Mélas de Saturne, c'est pas la même histoire que Persona dans Dislocation. Donc en fait, finalement, c'est un peu l'histoire de ma vie à travers ces avatars. Donc en fait, Persona dans Mélas de Saturne est un peu à la quête de ses origines impossibles. Je l'ai quelque part. Parce que du coup, d'ailleurs, le film commence par au début du recommencement, à l'origine du recommencement, le début n'existait pas, parce qu'en fait, du coup, c'est des sortes d'origines infinies, impossibles. Donc en fait, Persona ne retrouvera jamais l'origine de ses origines. Et en fait, c'est aussi ça qui est hyper important, c'est en fait cette quête de la non-origine. Parce que la semaine dernière, j'avais un rendez-vous et on me demandait qu'est-ce que tu cherches, et je lui dis c'est la quête de la non-origine. En fait, il y a pas de, parce qu'en fait, je pars du principe que tout est en mouvement perpétuel, constamment. Et j'utilise parfois du coup cette métaphore du spaceship dans Battlestar Galactica, en fait, qui est un peu vraiment le futur et le passé en même temps. Le futur et le passé en même temps, avec cet échantillon de gens, d'humains qui sont obligés de coexister ensemble. En même temps, ce spaceship qui est obligé de bouger constamment. Donc en fait, c'est un peu cette incapacité de s'enraciner, vraiment dans cette question sociologique. Et en même temps, qu'est-ce que c'est que de devoir reconstruire à partir d'un fragment de l'humanité? Du coup, qui va décider de quelle origine? Du coup, je trouve ça assez fascinant. Et en fait, du coup, je pense que c'est vraiment cette manière-là que j'ai de fonctionner. Après, parce que moi, personnellement, ça pose des questions, moi, dans ma vie personnelle, de quelles sont les origines, quelles sont tes origines. Et c'est des choses sur lesquelles j'aime bien aussi être floue, comme aussi c'est des choses que j'arrive à préciser. Mais finalement, en fait, c'est une sorte de quête sans fin et que j'aime bien continuer à creuser. Ensuite, les personnages politiques, quand il y en a beaucoup qui apparaissent, dans les photomontages, en général, ils sont toujours des archives très différentes. Il y a des personnages que j'aime bien faire réapparaître parce que ce sont des figures hyper importantes dont l'histoire est vraiment peu connue, dont les figures de l'indépendance du Cameroun, que ce soit Oumniobé, Marthe Moumié. Du coup, c'est vraiment des leaders de l'UPC qui était l'Union du peuple camerounais, du coup, qui a vraiment lutté pour l'indépendance. Et après, en termes de lieux communs, je pense que je travaille avec 3 lieux communs qui sont l'espace, les grottes et les océans. Ouais. Le fond des océans, très spécifiquement. Parce qu'en fait, pour moi, ce sont des métaphores de lieux de dissidence, en fait. Parce qu'en fait, tout se passe en souterrain, ou c'est des endroits qu'on n'arrive pas à visualiser très spécifiquement. Et par exemple, qu'est-ce que c'est que de devoir visualiser un réseau révolutionnaire dans l'espace, sachant que l'espace est continuellement en expansion.
finalement le réseau révolutionnaire va l'être aussi, donc on sera dans l'incapacité de le cerner. Et ben, pour revenir à des références plus pour la physique, et ben, pour la physique quantique, il y a vraiment cette théorie du coup d'Heisenberg qui est le fait que on puisse pas calculer l'emplacement d'une particule et sa vitesse au même moment, parce qu'en fait, si on calcule son emplacement, on perd la vitesse. Si on calcule sa vitesse, on perd son emplacement. Donc en fait, même en termes de physique quantique, la particule échappe à tout et on sera pas dans la capacité de la mettre, de calculer toute sa dimension au même moment. Et je trouve ça intéressant parce qu'en fait, finalement, là, quand je parlais tout à l'heure de ce laboratoire au Canada sur la matière noire et les neutrinos, tout se faisait par hypothèse. C'était pas possible de figer les choses. Même les calculs utilisés pour la recherche et des neutrinos devaient se faire par des calculs hypothétiques qui permettaient en fait de faire des équations à variables en fait. On peut pas dire que c'est 2 plus 2 qui font 4 parce qu'en fait on sait pas quelle est la taille de l'univers. Donc en fait, il faudra toujours continuer à chercher. Et du coup, les calculs aussi sont constamment en expansion. Et je prends l'exemple d'un physicien que j'avais rencontré qui avait travaillé pendant 6 mois sur un calcul. Et je suis arrivée dans son bureau, c'était le moment où il avait décidé que le calcul ne fonctionnait pas parce qu'en fait, toutes les probabilités étaient tombées à l'eau à cause d'une seule variable qui justement n'avait pas été mise en expansion. En fait, il fallait juste qu'elle continue de faire sa vie. Donc en fait, c'est toutes ces questions-là. Voilà. Il y a de la spéculation en science aussi. Ouais. C'est vrai. Enfin, c'est vrai qu'après, donc, quand on parle de narration, il y a aussi la question de l'écriture et je pense qu'on l'entend bien dans la manière dont tu parles, mais c'est vrai que c'est aussi ta manière d'écrire qui permet de faire tenir ensemble des significations scientifiques, politiques. Donc cette question de la métaphore, elle est très importante parce que je trouve que quand on regarde tes films, il y a toujours un moment où on se perd parce qu'on sait plus si on est en train de parler à un niveau biologique, à un niveau politique, et c'est toujours très finement tissé dans le langage et dans l'usage des mots que tu choisis avec évidemment beaucoup de précision, quoi. Et donc c'est vrai que chaque terme peut résonner dans plusieurs champs disciplinaires. Et tu prends un malin plaisir même à faire résonner des choses dans des champs disciplinaires qui ne sont pas leurs champs originaux, je trouve. Et ça, c'est hyper troublant, en fait, quand on regarde ton travail. Ouais, exactement. Et je trouve... c'est vrai que l'écriture, c'est vraiment le socle de la production. Tout passe par l'écriture, que ce soit les films ou même... les montages d'exposition, les sculptures, en fait, il y a jamais, je vais pas faire une sculpture juste pour faire une sculpture. En fait, la sculpture va forcément rentrer dans un écosystème de personnages ou de plantes, du coup dans un contexte très très particulier, et tout aura une narration. Et en fait, même les sculptures sont des personnages. Finalement, les sculptures, je vais les utiliser en 3D, elles vont être dans les films, et aussi il y a cet aller-retour constant entre la 3D et les pièces physiques. Il y a beaucoup de choses que je sors de la 3D, que je remets dans les photomontages, et ensuite j'en fais des impressions. Enfin, il y a vraiment un aller-retour assez constant. Donc que ce soit pour le langage, on va dire des médiums, des matériaux, ou pour le langage même de l'écriture en termes de poésie, il y a toujours des choses qui se baladent et qui n'ont pas de... que j'aime bien mettre un peu partout, quoi. Je les fixe pas à un endroit précis, mais en même temps elles ont ça permet d'avoir plusieurs connotations. Et c'est vrai que d'utiliser des termes scientifiques pour parler du politique, c'est hyper intéressant. Utiliser des espèces de végétaux pour parler de sociologie, c'est aussi hyper intéressant, comme parler du plancton pour la question de la mémoire, des flux. Vraiment, il y a plein de choses. Ouais. Est-ce que quand je t'écoute, j'ai l'impression que tu parles presque d'un univers Marvel avec il y a une narration qui existe, qui préexiste et qui s'incarne ensuite dans des objets. Est-ce que cette grande spéculation continue, elle a une existence autre que dans les pièces? Par exemple, je sais pas, des textes qui seraient comme des sources auxquelles tu reviendrais et qui t'inspirent des pièces et qu'on pourrait vraiment lire dans ton ordinateur, par exemple, ou est-ce que ça se fait en fait, j'ai envie de dire en direct, directement dans les pièces ou directement dans les vidéos? Non, je pense qu'il y a vraiment des choses qui ont vraiment qui m'ont influencée quand j'étais jeune. Sincèrement, Sun Ra, ça a été une des plus grosses influences dans mon travail. Après, je m'en suis éloignée. La dernière conférence que j'avais faite, je parlais vraiment de ce livre de Claude Ponty qui est L'Arbre sans fin.
Et en fait, en revenant, quand je l'ai relu, il y a quelques mois, je me suis dit, mais en fait, tout est dans le livre de Claude Ponty. Enfin, genre, je me suis dit, j'ai Sauf que quand on est enfant, on comprend pas, c'est beaucoup trop compliqué. Ouais. Ah, mais j'ai tout compris. Du coup, Hippolyte qui se transforme en goutte, qui arrive dans les racines de l'arbre. Du coup, c'est le parcours initiatique. À travers, du coup, toutes ces racines qui sont presque des sortes de mangroves. Et du coup, à la quête de quelque chose, quoi. On sait jamais trop quoi exactement. Et aussi tous les objets en fait entre plantes, animales et objets usuels. Par exemple, il y a cette scène où il y a des miroirs avec des pieds, c'est une salle de miroirs avec des pieds trop étranges. Il y a une sorte de lampe de poche qui la suit, qui a aussi ses propres pieds, il y a plein de choses dans l'arbre sans fin, et toutes les créatures aussi hybrides qui sont dans ce livre. Je pense que ça m'a vraiment beaucoup influencée. Et après, il y a eu les jeux vidéo comme Rayman, comme Zelda. C'est vrai qu'il y a toujours cette question il y a vraiment la question de la quête, quoi. Ouais. La quête sans ouais, c'est ça. Un monde très ouvert. Est-ce que tu pourrais peut-être... on pourrait parler de ton rapport à la musique. J'aime bien cette photo. Très intense. Parce que voilà, évidemment, tu as une pratique d'artiste. On peut pas séparer les choses, évidemment, mais malgré tout, c'est pas du tout pareil, en fait, de faire une performance musicale dans un centre d'art et dans une salle de concert. Et je me demandais, voilà, dans quel lieu tu avais diffusé ton travail plus de composition. Ouais. Enfin, est-ce que tu considères que tu as vraiment un travail de composition à part? Enfin, comment tu envisages cette pratique-là Moi, la pratique de performance, je l'envisage pas à part parce qu'elle est... de toute façon, parce que c'est une pratique de l'écriture, c'est une pratique du son et c'est une pratique collective. Parce que, bon, là, ces derniers mois, je me suis remise à faire de la performance seule. Mais les 2 dernières années, du coup, toutes les performances que j'ai jouées, je les ai faites avec des musiciens ou un musicien. Du coup, un musicien qui s'appelle Hugo Mir-Valette. Et on a beaucoup tourné ensemble en Europe. On a fait beaucoup de représentations d'une performance qu'on avait écrite ensemble. Mais pour moi, la musique, c'est vraiment une de mes premières références artistiques. Du coup, ça a toujours été un peu aussi le cas à l'école, en fait, quand on fait les sortes de bilans ou les coordinations, il fallait toujours donner myriade de références de l'art contemporain. Et moi, c'est vrai que j'ai jamais référencé mon travail à l'art contemporain. Il a toujours été référencé au milieu de la musique. Et ça a été une problématique à l'école. Mais en fait, c'est mes références. En fait, c'est mon corpus de références. Je passe beaucoup de temps à écouter du son. Vraiment, c'est un temps que je passe énormément. À acheter des vinyles, et j'ai beaucoup d'amis musiciens avec qui je collabore aussi sur les films. Donc tout est... C'est pas toujours toi qui composes la musique des films? Non. Là sur les derniers, non, jamais en fait. Enfin, pas jamais, mais pas du tout sur les derniers. Par exemple, là sur Dislocation, j'ai travaillé avec Aosan, qui est du coup un musicien qui a une pratique du glitch, du son et des fréquences, avec qui j'avais collaboré aussi pendant sa résidence au GRM. J'avais joué de la clarinette pour la pièce qu'il a produite au GRM. Sur Mélas de Saturne, du coup, c'est Hugo aussi avec qui j'ai fait les performances, qui a produit le son. Mais comment dire, en fait, pour moi, il y a quelque chose qui est irremplaçable, qui est de l'ordre de la performance, en fait. C'est l'incarnation même de ses propos sur scène et devant une audience. Pour moi, il y a quelque chose qui est pas remplaçable, et c'était un peu compliqué au début, vraiment au début, les premières années, je disais que je vois pas comment une sculpture pouvait raconter avec la même intensité ce que fait une performance. Du coup, c'était un peu... Pour moi, c'est toujours hyper compliqué. Et je pense que c'est aussi ce pourquoi mes installations, elles sont comme elles sont. Du coup, toujours de l'ordre de l'immersion. Il y a quelque chose où j'ai besoin que les gens rentrent dedans. Parce qu'en fait, pour moi, c'est ça, le sentiment que j'ai quand j'écoute du son, et qui est vraiment une de mes références les plus importantes. Donc voilà. Et puis, les performances et textes de performance sont manifestes, et pour moi c'est important de les déclamer, en fait. Oui, c'est toi, c'est toujours ta voix. Enfin, c'est ça, s'il y a vraiment un lien entre de toutes les pièces, évidemment, sauf les sculptures, mais c'est vraiment c'est ta voix, quoi. On entend ta voix, on reconnaît ta voix, ta diction. Comment tu travailles ta diction, d'ailleurs? Je me demandais, parce que
Il y a des moments où c'est presque un peu robotique. Ouais. Ça dépend de quel film ça doit être. Du coup, il y a, par exemple, avec Nicolas, avec qui fait partie de la boîte de prod, on a beaucoup écrit à 4 mains pendant des années quand on était aux Beaux-Arts. Donc, je travaille beaucoup la diction avec lui, avec Sean aussi, qui travaille beaucoup dans le milieu du théâtre. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a aussi, ça c'est une chose, c'est que moi, ma référence de performance, c'est le théâtre du Congo. En fait, c'est un art de la déclamation et de l'oralité. Et en fait, c'est juste le fait que les mots soient là pour être dits et pas pour être lus. Du coup, c'est l'incarnation des mots par les mots et par la présence. Et du coup, c'est pas la lecture. C'est aussi pour ça que j'ai été beaucoup réticente à publier les textes. Et du coup, il n'y a aucun texte qui a jamais vraiment été publié. Et j'ai cherché, mais j'ai pas trouvé. Non, ça n'existe pas. Parce que, en fait, c'est ça. C'est un peu... Enfin, je sais pas, par exemple, Sonny Laboutancy dit « J'écris pour qu'il fasse peur en moi ». Et du coup, il écrit en chair, mot de passe. Mais du coup, chair, c'est la chair. Et du coup, il y a vraiment cette question de... j'écris pour qu'il se passe quelque chose, en fait. Et vraiment, dans la tradition du théâtre au Congo, c'est une tradition de l'art de l'oralité, et les mots, en fait, sont manifestes. Et du coup, c'est la poésie même de l'oralité. Et c'est pas... en fait, on s'en fout presque que ton texte, tu le dises correctement. C'est pas ça qu'on va demander sur le plateau. Ce qu'on va demander, en fait, c'est l'intensité et ton incarnation. Et en fait, je pense que c'est aussi vraiment des différences culturelles. Par exemple, en Wolof, on dit pas comment ça va. On dit c'est Nangadef, c'est Mangifi. Et Mangifi, en fait, c'est je suis là, c'est je suis présent. C'est pas juste ça va, je te demande pas si ça va, je te demande juste si t'es là. Donc en fait, si t'es pas là, me réponds pas, quoi. C'est. Et donc j'imagine que la question de l'enregistrement des performances, ça t'intéresse pas non plus des masses, parce que du coup c'est la même chose, quoi. Il y a plus de présence, on est loin. D'ailleurs, il y a pas non plus des tonnes de perfs qui sont enregistrés. Mais je les ai, les enregistrements, mais moi ça m'intéresse. Tu veux pas les diffuser particulièrement, quoi. De les diffuser. Parce qu'en plus il y a toujours un problème. Enfin, soit le réglage est pas bon, s'il y a enregistrement de performance, il faut vraiment qu'il y ait, une bonne un travail technique, quoi. Oui. Et donc après, c'est un temps à prendre. Mais moi, j'aime bien que la performance ce soit sur le moment. Et c'est tout. Enfin, c'est pas grave si on l'a pas vu. Peut-être on en verra une autre à un autre moment. Mais j'aime pas non plus. J'aime pas la trace de la performance. Ouais. Et c'est pour ça que je fais des vidéos. Oui, j'ai cherché. J'ai trouvé que des captations un peu merdiques du fond de la salle. Ouais. J'ai renoncé à les joindre. Alors, je me posais quand même une question sur la question de la présence. Entre présence de la voix et présence du corps, est-ce que tu as un travail particulier sur les tenues que tu portes quand tu fais des performances ? Enfin, ça, c'est ma question, c'est comment quelle importance t'accordes à ça ? Il y a mon styliste. Mon styliste de performance. Donc il y a vraiment, c'est ça, parce que ça. Il y a un travail, Oui, j'imagine, mais du coup, je voulais t'entendre un peu sur ça. Du coup, j'avais trouvé le super travail de Steven. C'est pas la super photo, mais voilà. Et il y a un vrai travail sur le stylisme. Du coup, surtout ces 2 dernières années. Du coup, en fait, c'est trouver aussi les créateurs, créatrices qui correspondent à la performance. Donc, en fait, on leur envoie aussi les textes des performances, de ce dont quoi il est question, c'est super, savoir si ça les intéresse, en fait, de collaborer visuellement ou de manière, sur le stylisme, sur ces performances-là. Et c'est vrai que parfois on voit des tenues, on se dit évidemment c'est ça. Et du coup là on est en train de travailler sur le prochain film où Steven aussi fait le stylisme. Et là vu que ça va être une question beaucoup de masques et d'avatars, c'est fou en fait de trouver des artistes qui correspondent en fait à ce qu'on a envie de montrer ou de créer visuellement. Et ça aussi du coup en fait c'est de la collaboration. C'est dans Dislocation en fait c'est une designer espagnol qui a fait le costume. Et le costume est incroyable, mais il correspondait vraiment à... J'ai une image à la fin. Bon, hop, voilà. On envoie un extrait. C'est pas... Donc c'était le costume parfait. Avant, après, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Ça, c'est la maquette. C'est ça. J'avais trop bien de... Elle est trop drôle, cette... Ouais. Ah, mais ça nous a vraiment aidé. Là, on voit le travail de stylisme. C'est assez clair. Justement, je voulais terminer en parlant de ces questions-là. C'est-à-dire que...
Enfin, je trouve qu'il y a toujours beaucoup de questionnements plus politiques autour de ton travail ou narratifs, mais je voulais aussi t'entendre sur les formes que tu produis. Et il est évident qu'on peut pas séparer les choses, mais quand tu parles évidemment de la question de l'immersion, voilà, c'est toujours des formes immersives dans les installations. Moi, ça m'intéresse. La question du chromatisme aussi. Alors, dans Dislocation, je suis tombée sur ce petit passage que j'ai évidemment attrapé, l'idée des couleurs tropicales. Je me demandais si le chromatisme assez saturé, rose, bleu, vert de ton travail, enfin, est-ce que tu avais quelque chose à en dire en fait, parce que je trouve qu'il y a vraiment une identité, une identité visuelle, c'est bizarre dit comme ça, mais il y a un travail visuel très reconnaissable en fait. Dans les installs évidemment, qui passe par le montage, mais qui passe par cette association et de couleurs et aussi de textures dans les vidéos, c'est très fort quoi. Il y a un mélange de textures hyper fin. Bah alors les textures, ça a été vraiment un travail important, mais qui se voit vraiment plus sur les derniers photomontages, je pense, que sur les images que tu as de comment ça s'appelle, Paris Plus. Parce qu'à un moment, il y a vraiment plein d'étapes dans les photomontages. Du coup, ça aussi, ça a évolué au fur et à mesure des années. Parce qu'en fait, finalement, pour moi, les expositions, c'est un peu aussi le laboratoire d'expérimentation, et c'est comme ça que je l'envisage. Mais au bout d'un moment, je voulais vraiment qu'il y ait une sorte d'entrelacement de toutes ces références politiques et en fait, tout ce biotope, en fait, j'appelle un peu ça une sorte de biotope de révolte. Et c'est que tout, en fait, ces personnages, par exemple, dans le film qu'on a vu tout à l'heure, Île Lombi, il y a cette idée un peu, il y a vraiment cette question du panafricanisme qui a été une utopie qui a pas forcément marché, qui a marché à certains endroits et qui a totalement échoué à d'autres. Et finalement, moi, c'est la manière dont j'envisage le photomontage. C'est en fait tout ce corpus de références que je mets ensemble. C'est un peu aussi cette convergence de politique. Et c'est hyper important pour moi de les placer dans un environnement végétal, parce que du coup, c'est cette question du maquis, etc. Après, pour les couleurs, y a une chose, c'est que par exemple sur les photomontages, des images au microscope, maintenant je modifie très peu en fait. Je pars d'une base de microscope, mais du coup je vais chercher une plante qui a une couleur spécifique pour éviter de trop la modifier ou la porter à trop de saturation. Après il y a aussi la question de, évidemment j'aime bien les couleurs saturées, mais ça franchement je ne saurais même pas à dire, c'est presque un truc psychanalytique que de comprendre pourquoi j'aime ces couleurs là. Je sais pas. En tout cas, je trouve que quand tu dis ça, c'est une exposition qui est déjà vieille. Non, elle a 4 ans, c'est pas non plus. Ouais. Mais voilà, là le rose, le bleu, le vert. Carrément. Ils sont un peu des couleurs qu'on retrouve. Pour moi, en fait, vraiment, le truc clair, pour moi, c'est les couleurs de Rayman, en fait. C'est les couleurs de jeux vidéo. Et c'est pour ça que tout à l'heure, on demandait sur les références. Vraiment, si on regarde Rayman, et là, on regarde ma palette de couleurs, vraiment, j'ai vu ça là, il y a pas longtemps. C'est vraiment ça. C'est du violet, du bleu, du vert et du jaune. Et c'est assez fascinant. Du coup, je vous invite à regarder Rayman. Et vous verrez, en fait, la quête de Rayman dans une sorte de végétation totalement folle. Du coup, Rayman qui lui-même est un personnage mi-aubergine, je ne sais pas ce que c'est exactement. Donc, franchement, pour moi, je pense que c'est Rayman. C'est une grosse influence de couleur sur mon travail, quoi. Et est-ce que, peut-être pour terminer, je trouve qu'il y a aussi une précision. Alors là, évidemment, on peut pas le voir dans les images, mais il y a vraiment un art du détail. C'est hyper minutieux, quoi. Et c'est vrai que les questions de texture, quand tu dis l'idée d'entremêlement, en fait, c'est une question formelle, et évidemment, c'est aussi une question d'entremêler des histoires, entremêler des récits, entremêler des espèces. C'est intéressant parce que ça se traduit dans des gestes, en fait, qui sont des gestes de composition, etc. Et je me demandais comment est-ce que l'idée de s'approcher des choses pour les regarder de très près, c'était pour toi aussi du même ordre, c'est-à-dire tout d'un coup aussi revenir à des histoires qu'on n'a pas forcément regardées de près, les constituer par le regard, par l'écoute aussi. Je trouve ça induit en fait soit une sidération parce que c'est hyper beau et séduisant, mais soit aussi si on s'approche, tout d'un coup on est happé, on est capté. Il y a plusieurs niveaux, je trouve,
de réception, quoi. Enfin... Oui, ça, en fait, il y a beaucoup de niveaux de réception. Alors là, je pense que ça, c'est vraiment les premiers photomontages. J'ai commencé à utiliser. J'en ai d'autres. Le microscope. Tu veux que je les laisse peut-être en fond d'image. Là, c'était pas du tout le cas, justement. Ouais. Donc, c'est vraiment, il y a une réelle évolution les 5 dernières années. Alors effectivement, oui, il y a beaucoup de détails en fait dans les photomontages et du coup, c'est très 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 long comme processus de création. Du coup, en fait, moi, je dis souvent que je fais de la peinture sur ordinateur parce que c'est vraiment le cas. Et j'utilise les outils de Photoshop, en fait, comme un peintre va utiliser différents types de pinceaux ou le doigt à certains moments. Donc, en fait, peut-être pour lister un peu les matériaux que j'utilise dans les photomontages, c'est du microscope, c'est des ébauches d'aquarelle, c'est des photos que je vais prendre moi-même à l'aquarium, c'est des scans d'objets, des scans de livres parfois pour récupérer de la trame. Il y a des archives. Il y a des photos parfois prises au téléphone pour avoir d'autres types de qualité d'images. Il y a de la modélisation 3D aussi, beaucoup. Il y a plein de choses et du coup aussi vraiment beaucoup ces images d'archives et parfois du dessin. Donc ouais, il y a un peu de tout. Et après, du coup, c'est un peu le travail de mettre tout ça en réseau via Photoshop. Donc voilà. Par exemple. Bah là, justement, scan d'objets. Il y a, en fait, ça c'est l'intérieur d'une bouche de tortue. Ensuite, il y a des photos d'archives de famille, parce qu'à un moment, du coup, il y avait vraiment une session où j'ai vraiment utilisé que des archives de famille. Et du coup, en fait, après les deux dernières années, j'ai plus du tout utilisé d'archives de famille. Mais c'est plus des plantes et après des archives vraiment historiques, en termes du coup qui n'étaient pas les miennes. Et ça, c'était vraiment tout un travail un peu sur. C'est un peu aussi cette sorte de généalogie totalement schizophrène c'est comme ça que je l'appelle en fait, parce que c'est aussi moi qui me suis reconstitué une partie de mon histoire personnelle à travers le photomontage. En fait, c'est replacer des membres de ma famille dans d'autres décors avec totalement d'autres références. Et en fait, c'est hyper marrant parce que parfois j'ai des messages de ma famille au Cameroun et tout qui me disent ouais, t'es le nouveau Picasso et tout. Donc non, et puis ça parle. En fait, j'aime bien que c'est. En fait, je trouve que les messages que je reçois le plus, c'est que les membres de ma famille se reconnaissent dans les photomontages ou reconnaissent d'autres personnes. Et en fait, je trouve ça incroyable les liens que ça tisse de continent en continent. Par exemple, là, en ce moment, j'ai une exposition de groupe à Yaoundé, au Cameroun, et mon père était au Cameroun. Du coup, il allait voir l'exposition avec la famille. Et je trouvais ça incroyable, je trouvais ça trop bien les retours sur le film, parce qu'en fait du coup ils ont vu Mélas de Saturne, qui est en fait aussi cette question de... je trouve ça fou que Mélas de Saturne soit projeté à Yaoundé au Cameroun, et justement que ce film qui parle de l'origine et ensuite soit réinterprété par des personnes de ma famille. Moi je trouve que là la boucle est bouclée en fait. Ouais, puis ça continue l'histoire. Et ça continue l'histoire, ouais. Ah ouais, c'est génial. Je pense qu'on peut peut-être s'arrêter sur cette histoire-là. Merci beaucoup. Peut-être si vous avez des questions, ça a été assez riche cet échange, je trouve. Des précisions sur des pièces en particulier. C'est vrai qu'en voyant ça là, j'avais envie de te demander comment tu l'avais fabriqué, quoi. En fait, j'ai envie de te demander ça à chaque photomontage, quoi, d'identifier chaque texture, chaque élément, parce que je pense que tu prends pas des choses au hasard. Donc, non, mais là, je peux te dire, vraiment, c'est archives de famille. Il y a vraiment une voie lactée. Il y a l'intérieur d'une bouche d'une tortue. Il y a de l'aquarelle. Que j'ai, du coup parfois je fais juste des bouts d'aquarelle, ensuite que je scanne pour ensuite du coup je les renumérise et je les mets sur Photoshop. Et après il y a un scan d'un os de baleine en fait qui est dans le fond. En fait toute la trame que tu as en haut c'est le scan du livre. Et du coup il y a aussi ça, je vais aussi beaucoup à la bibliothèque, je prends des livres aussi dans les brocantes pour scanner des textures en fait. Donc voilà. Et après je fais aussi parfois je scanne aussi des sculptures si j'arrive à les mettre sous le scanner. J'aime bien scanner des céramiques. Du coup c'est par exemple la main. Ça c'est des bouts de sculpture que j'ai récupérés, ensuite que j'ai étirés, etc. Il y a plein de
Il y a plein de gestes. Ouais. Impression par sublimation ou Diasec, je crois Ouais. que c'était des Diasec chez Nicoletti à Paris+. Ouais. Et est-ce que tu es satisfaite de cette transformation? Est-ce qu'elle est nécessaire? Est-ce qu'il y a une déformation? Est-ce qu'on s'éloigne de ce sur quoi tu travailles? Ou est-ce que tu travailles en pensant à la déformation quand ça va être imprimé Bah alors justement, la sublimation, c'est ce qui est pour moi, ça a été la révolution parce que c'est ce qui est le plus proche. En fait, c'est un type d'impression, parce que du coup, je travaille en RVB, du coup, ils sont vraiment les couleurs de l'ordinateur et d'Internet. Du coup, il n'y a pas le CMGN où on rajoute du noir, donc en fait, les couleurs, instantanément, elles vont être plus ternes. Et la sublimation, c'est ça qui permet d'imprimer directement en RVB, et c'est un des seuls types d'impression, par exemple sur les images de Paris+, qui permet d'avoir la profondeur dans l'image grâce à la couche de résine qu'il y a par-dessus l'image qui est imprimée sur l'aluminium. Et c'est vrai que moi, quand j'ai découvert la sublimation, je pensais même pas que c'était possible d'avoir un résultat qui soit aussi proche, par exemple, de mon processus de photomontage, parce qu'en fait, moi, je vois les successions de layers, de couches au fur et à mesure, mais quand on imprime sur juste du papier, on perd cet effet de profondeur. Alors que la sublimation, en fait, il y a vraiment des choses qui ressortent. Par exemple, quand il y a des tentacules ou même des anémones, c'est des choses qui arrivent vraiment à ressortir dans l'image, et j'ai l'impression qu'il y a même presque un effet de 3D. Bon, j'ai pas fait de lenticulaire, c'est pas forcément l'impression qui m'intéresse, mais la sublimation, ouais, c'est vraiment mon type de... Ouais, pour moi, je pense que là, c'était vraiment le type d'impression dont j'avais besoin pour le résultat de l'ordinateur. Mais faut-il imprimer? Il y a plein d'images que j'ai jamais imprimées. Du coup, ouais, sur mon site, il y a toute une partie qui s'appelait Topos ou capture des internets. C'est des bouts de photomontage, des choses qui étaient justement totalement libres d'accès et qui faisaient partie en fait d'une sorte de foisonnement de bouts de photomontage. Par exemple, je fais beaucoup de captures d'écran pendant la composition du photomontage, et c'est des choses que je montre pas forcément. C'est des choses qui sont jamais imprimées, mais ça reste en fait dans une banque d'images, du coup, que je laisse visible quand j'avais un site internet. Donc voilà. Et tu peux pas réintervenir parfois. Enfin, ça t'est arrivé de réintervenir manuellement que sur les impressions parfois que je fais, du coup, là que je mets sous la résine. Du coup, par exemple, sur la question de l'impression, c'est que vraiment, par exemple, pour les types d'impression qui sont sous résine, ça me permet de rajouter de la texture. Et du coup, là, c'est encore un autre type, pour moi, un autre processus qui est plus de l'ordre, je ne sais même pas comment trop l'appeler spécifiquement. La texturisation. Voilà, c'est la texturisation, et ça me permet même d'ajouter des objets dans l'image, du coup de faire ressortir des bouts de l'image, ouais. etc. Ouais. Comme quand on fait une patine sur du bronze, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Tu vas faire du bronze? Est-ce qu'il y aurait une autre question? Oui. Moi, j'avais une question. Déjà, merci à vous deux et merci Josépha, parce que je trouve que c'est quand même assez rare qu'une artiste nous donne à ce point ses recettes de travail. Et c'est vrai que là, on rentre vraiment dans cette matérialité très, très singulière de ces images. Justement, je me posais une question par rapport à celle-ci, parce que quand tu en parles, évidemment, tu rends tout lisible et intelligible. Donc on voit effectivement la gueule de la tortue, on voit les scans d'objets, on voit les photos de famille, etc. C'est peut-être pas un exercice qui est commode quand on n'est pas en ta présence, et cependant toutes ces images sont très tu parlais de cohérence tout à l'heure, je sais pas si c'est le terme, mais en tout cas elles paraissent en tout cas dans une forme, je sais pas si le mot est très juste, mais d'harmonie visuelle, dans le sens où il y a quelque chose qui semble lié dans ces images. Et je me demandais quelle est comment tu arrêtes ce geste, comment tu le détermines. Parce que tu parlais d'une forme de peinture sur ordinateur, donc on peut imaginer une forme de production très intuitive, mais je me demandais s'il y avait quelque chose davantage prémédité quand tu assembles les différents signes, symboles et images dans tes compositions. Parfois, ça peut être prémédité, ça dépend du fond avec lequel je pars. Mais après, non, il y a quand même quelque chose qui est très intuitif. Mais les photomontages, par exemple, si je mets un mois à en faire un,
À un moment, je vais le laisser et je vais revenir dessus. Et là, je me rends compte. Enfin, pour moi, c'est juste une question de composition. Je me dis, ah ouais, non, là, il y a un souci. Je sais pas comment l'expliquer, mais si je trouve qu'au niveau de la composition, il y a quelque chose qui fonctionne pas ou qu'il faut changer la colorimétrie à certains endroits, bah, je le referai après l'avoir laissé un peu. Enfin, en gros, quand je fais le process de photomontage, j'imprime au fur et à mesure, je les colle dans le studio et à un moment, je laisse et je vis avec. Et au bout d'un moment, je vois s'il y a un truc qui me dérange. Je vais revenir sur Photoshop et je vais à nouveau changer. Après, parfois, il y a des choses qui peuvent être préméditées. Comme je disais, ça dépend du fond duquel je vais partir. Si par exemple, je fais si je fais un photomontage à partir de cellules de plantes, je sais que, par exemple, c'est des cellules d'algues. Du coup, vu qu'elles sont les unes après les autres, je vois à peu près comment la composition va être. Parce que si je me dis que je veux intégrer des archives dans cette petite cellule d'algues, le mouvement va être spécifique. Après, moi aussi, au microscope, je crée parfois ça peut être des mouvements. Je peux aussi créer des bulles. Par exemple, il y a des bulles parfois qui se forment dans les petits samples quand on met le liquide. Ça, c'est des choses qui sont préméditées et que je sais que je vais utiliser plus tard. Mais après, oui, il y a une partie aussi qui est hyper intuitive. Je continue parfois même à chercher des images pendant que je suis en train de faire le photomontage. Du coup, j'ai une grosse banque d'images, mais c'est pas forcément que ces images-là que je vais utiliser. Bah alors on va s'arrêter là. Merci beaucoup, Josépha. Merci à vous. Merci à vous tous et toutes.